téléspectateurs Tandem TV, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau fabuleux destin, toujours avec mon binôme, mon amie, ma complice Isabelle Didier-Oliel. Bonjour Isabelle. Salut Yalit. Comment ça va? Je suis très contente d'être là avec toi. Oh ben moi aussi. Alors Isabelle, aujourd'hui, on continue à explorer la saga de cette famille hors du commun, les Rothschild. Eh oui Yalit, aujourd'hui on continue effectivement avec cette famille, cette grande famille que sont les Rothschild. On avait évoqué lors de la première émission, on avait parlé du fondateur de l'Empire Rothschild, celui par qui tout a commencé, qui a gagné les premiers deniers. Eh c'était Meyer Amschel, celui qui est devenu l'un des 10 hommes les plus riches de Francfort. Et donc, Meyer Amschel est mort à l'âge de 67 ans et en laissant son héritage à ses 5 fils. Alors, on rappelle que Meyer Amschel a eu 10 enfants, 5 garçons, 5 filles. La succession n'est cependant revenue qu'aux garçons. Amschel Meyer, le premier, alors celui-là sans succession, il n'a pas eu d'enfant. Il reste à Francfort et il va gérer ce qu'on appelle la branche allemande. Ensuite, il y a Salomon Meyer qui est envoyé en Autriche pour gérer la branche de Vienne. Nathan Meyer, envoyé en Angleterre et qui va fonder et gérer la branche de Londres. Karl Meyer en Italie, qui va gérer la branche de Naples, et James Meyer, qui va gérer, lui, la branche française à Paris. Et oui, c'est ça. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui surtout, évidemment, à la branche anglaise et française. Alors, c'est celle qui existe encore. Et on va s'arrêter un instant aussi en parlant d'Edmond de Rothschild, le fils de James, parce qu'il a été l'un des premiers, des hommes clés à la première réussite de la première Aliyah. Et donc, les Rothschild étaient évidemment les plus grands financiers du monde, extraordinairement riches, extraordinairement puissants, et puis extraordinairement discrets, malgré un peu aussi les belles demeures, mais ils étaient assez discrets, les Rothschild. Alors, ils se sont sortis, on le rappelle, de la misère pour devenir la famille la plus riche d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a permis de remporter des guerres, on va le voir, de sauver des gouvernements, de bâtir des chemins de fer. Ils influencent la politique mondiale. Partout où il y a une guerre, les Rothschild sont impliqués, ils vont devenir et sont devenus incontournables et présents dans tous les événements importants, politiques, financiers ou mondains. Exactement. Alors, leur fortune leur a également permis, évidemment, d'acheter les plus grands vins, les plus belles œuvres d'art et les plus somptueuses demeures, des châteaux extraordinaires, des magnifiques collections de tapisseries et de tableaux. Alors, durant 200 ans, ils ont combattu l'établissement, l'antisémitisme et même les membres de leur propre famille. Ils ne ressemblent à aucune autre famille. Ils sont absolument uniques, comme une bouteille de château Lafite Rothschild. Leur histoire est riche, puissante, complexe et mémorable. Alors, Meyer Amschel est rejoint dans ses affaires donc par ses 5 fils, on les a nommés, qui se chargent des relations donc avec les clients. Les 5 filles, elles travaillent aussi, mais à la maison. Elles effectuent les travaux d'écriture, elles tiennent les livres de comptes, etc., etc. Ouais, alors leur père insiste sur un point. En affaires, ils doivent respecter sa philosophie, c'est-à-dire toujours payer les factures à temps, ne jamais avoir de retard, ne jamais contracter de dettes, et puis être scrupuleusement honnête et franc, pour qu'il n'y ait jamais de suspicion de tromperie associée au nom de Rothschild. Alors cette approche porte ses fruits et en 1796, Meyer Amschel est l'un des 10 juifs les plus riches de Francfort. Alors, le ghetto est étouffant pour Nathan, le 3e fils. Nathan est de loin celui qui aime le plus prendre des risques, le plus aventureux. C'est le plus audacieux, il veut affronter le monde, il est impatient de quitter Francfort pour ouvrir l'entreprise familiale sur le monde. Ah oui, alors c'est un jeune homme ambitieux, trapu, aux cheveux roux, qui pressent que l'économie anglaise est en plein essor pour lui donner sa chance. Alors Nathan ne parle pas un mot d'anglais, mais il va s'installer à Manchester, et là, au cœur de l'industrie du textile, et il commence à exporter donc, du tissu à destination de son père à Francfort, et puis dans le
reste de l'Europe. Il est extrêmement malin, déterminé, et puis il s'autorise aucun loisir. Il travaille tout le temps. Il travaille jour et nuit. Voilà, il fait que ça. Alors en 1806, il consolide sa nouvelle identité anglaise en épousant Anne Rayne Cohen, la fille d'un riche financier juif. Il s'installe à Londres et avec le soutien de son beau-père, il ouvre son propre établissement financier, N.M. Rothschild et Fils. Oui, alors il ne lui faut pas longtemps pour obtenir une place de leader au sein de la fratrie. Il est tous les matins à la bourse de Londres. Il a même sa place de prédilection à côté d'une colonne. Mais bientôt, le destin de Nathan bascule parce que les actions d'un ambitieux général français, Napoléon Bonaparte, vont propulser la famille Rothschild vers des sommets de puissance et de richesse. On parle d'un équivalent de 600 millions d'euros. Aujourd'hui. Eh oui. Alors, au début du 19e siècle, les activités bancaires de Mayer-Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé donc la branche de Londres en Angleterre, la branche donc anglaise de l'entreprise familiale, alors que la situation en Europe est explosive. Oui, alors Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. Alors, il se dit que le seul moyen de vaincre l'Angleterre, c'est de l'asphyxier économiquement. Alors, son idée est d'instaurer un blocus continental pour empêcher toutes les marchandises et tous les fonds de quitter l'île à destination des autres pays d'Europe. Voilà, parce qu'effectivement, comme l'Angleterre est une île, c'est facile de l'asphyxier comme cela. Alors, les Rothschild qui sont maintenant implantés des deux côtés de la Manche, ils voient là une opportunité commerciale intéressante. Ils se lancent dans une opération risquée de contrebande très lucrative, et c'est Nathan qui en est le maître d'œuvre. Il fait construire des bateaux spéciaux, petits et rapides pour traverser la Manche, et un de ses frères à Paris organise donc un service de coursier à cheval qui achemine les marchandises ou les lingots d'or très rapidement jusqu'à destination. Eh oui, alors ce réseau de coursiers rapides et fiables transporte également d'autres cargaisons précieuses. Eh bien, c'est l'information. Alors les Rothschild savent donc avant les autres tout ce qui se passe dans le monde de la finance, de la politique et des industries. Alors ils ont compris que l'information pouvait rapporter gros, évidemment, car les nouvelles précises peuvent être capitales pour les transactions financières. Oui, alors les guerres napoléoniennes apportent bien sûr un autre bénéfice aux Rothschild. En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne, elles rencontrent un obstacle colossal. Le duc de Wellington, donc commandant des forces anglaises, va se trouver à court d'argent. Et ça risque de leur faire perdre la guerre. On ne peut pas déplacer une armée sans argent, il faut payer les hommes et tout ce qui va avec, la nourriture, etc. Exactement, donc ils leur font donc un moyen d'acheminer l'argent. C'est là que les Rothschild interviennent. Et le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée des troupes de Wellington sur le sol français en puisant dans la fortune familiale. Il achète alors des francs français et les revend avec intérêt au gouvernement britannique. Alors pour les Rothschild, c'est un incroyable retournement de situation. T'imagines, Galite, 20 ans plus tôt, ils étaient que des juifs opprimés du ghetto, de la Judène Gassé, de Francfort, et aujourd'hui, le sort de l'Europe est entre leurs mains. Et oui. Alors c'est à ce moment-là que James, le jeune frère de Nathan, est envoyé en France. C'est encore un adolescent, il a à peine 16 ans, quand son père l'envoie pour réceptionner l'argent qui arrive par bateau. Il a pour mission de le faire passer jusqu'en Espagne, où se battent les soldats anglais. Très vite, l'argent parvient donc de manière régulière jusqu'aux troupes britanniques et les aide à reprendre la main. Et oui, alors le 18 juin 1815, Wellington impose une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. La réussite éclatante des Rothschild pendant les guerres napoléoniennes marque la naissance d'un nouveau concept dans la finance, parce qu'avant, les gouvernements devaient réunir des capitaux. Ils pouvaient soit augmenter les impôts. Pour réunir des capitaux, ils avaient deux solutions. Voilà, ils avaient deux solutions, soit augmenter les impôts, soit dévaluer leur monnaie, et il n'y avait que de mauvaises solutions finalement. Mais les Rothschild ont inventé une troisième méthode. Un gouvernement peut emprunter auprès d'un organisme privé ou une banque ou même un particulier en échange, évidemment, en échange d'un engagement de rembourser avec intérêt. Et oui. Alors c'est la naissance des marchés modernes de capitaux. Malgré tout cela, à la fin des guerres napoléoniennes, alors que c'est la famille la plus riche d'Europe, à la signature des traités de paix, les Rothschild sont tenus à l'écart.
Eh oui, d'ailleurs, l'envie et le ressentiment envers les Rothschild et leur fortune s'expriment dans la presse populaire et de manière très directe. D'ailleurs, on voit de nombreux dessins et caricatures. On voit même Nathan debout sur un tas de pièces d'or. Et voilà, c'est ce qu'on peut voir dans la presse et que le public peut voir, quoi. Ouais. C'est ce qui tourne dans la presse. Ouais, ouais. Alors, malgré leur puissance et leur fortune qui ne cessent de grandir, ils doivent sans cesse faire face, comme tu le disais, à l'antisémitisme. Mais tout ceci ne fait que renforcer finalement leur détermination. Et Nathan et James, qui dirigent respectivement donc, les branches de Londres et de Paris, sont des hommes les plus riches d'Europe. Et oui, puis leur père, malheureusement, n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Mais comme l'a dit Meyer Amschel, avant de mourir, il leur impose certaines conditions. Alors, la maison Rothschild ne doit pas être diffusée entre les garçons et doit rester une entité dont chaque fils possède une partie. Aucune place pour les femmes, on l'a dit, oui. La succession passe uniquement par les fils, aucune place non plus pour les étrangers, ni pour les gens, ni pour les non-juifs. Ils sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient entre eux. Et oui, ils se marient entre eux. James, en France, donc, va épouser sa nièce Betty et le fils de Salomon, Anselme Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a 16 unions endogames. Pour un Rothschild, l'épouse Rothschild doit être une Rothschild. Exactement. Alors, le partenariat est scellé. Les cinq fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire international. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, Salomon s'installe à Vienne, Karl à Naples et Nathan et James toujours à Londres et à Paris. Alors, pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. C'est comme ça qu'ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. Alors, leur ascension rapide et la nature transnationale, internationale de leurs affaires alimentent les rumeurs antisémites, accusant la famille de complot et de manipulation. Toujours la même rengaine. Eh oui, le mythe qui s'est construit autour de la famille est celui de l'influence négative de la puissante famille riche, famille juive. C'est sans fin et c'est très pernicieux. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas leur faire confiance et se demandent quelle est leur véritable motivation. Est-ce qu'ils se sentent comme des véritables citoyens français ou s'ils ont une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois parce que toute la famille vit là-bas. Et oui. Alors à cette époque, il faut rappeler que dans tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie. Depuis la Révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. Oui, alors James et son épouse Betty, donc on l'a dit, la fille de Salomon Meyer, Rothschild, profitent d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française. Ils ont 5 enfants. Le salon de Betty Rothschild est très réputé. Son français est impeccable. Et ses manières, elles, sont très sophistiquées. Les Français l'adorent. Et c'est d'ailleurs elle qui a lancé la carrière de Chopin oui, ça c'est fou, en France. Alors en 1822, les 5 frères obtiennent le titre de baron et deviennent officiellement les barons de Rothschild. Alors James est très ami, lui, avec Louis-Philippe, jeune aristocrate, qui après la Révolution de juillet 1830 est intronisé roi des Français. Et oui, et comme les finances du jeune gouvernement de Louis-Philippe sont précaires, il demande à James de leur prêter des fonds pour amener une certaine stabilité. Alors Louis-Philippe, comme le prince Guillaume à l'époque de Meyer Amschel, confie tous ses capitaux personnels à James de Rothschild, qu'il considère comme quelqu'un d'extrêmement compétent. Et oui. Alors en plus d'être bien considéré par les autorités, James va jouer un rôle très influent dans la communauté juive. Il donne en effet des grosses sommes toujours anonymement d'ailleurs, pour soutenir des écoles, des hôpitaux et même les synagogues. Et oui, alors si les Rothschild aident beaucoup la communauté juive, ils ne fréquentent pas beaucoup d'autres juifs. Ils sont plutôt tournés vers l'aristocratie. James est en quelque sorte le roi des juifs de France, mais c'est un souverain très discret. Oui. Et dans les années 1840, il devient le potentiel financier des nouvelles machines à vapeur et fait entrer sa famille dans l'industrie lourde, la sidérurgie, l'exploitation minière. Les Rothschild font et participent à la révolution industrielle. Ouais, il travaille dans les mines d'État, de mercure, de diamants. James contribue à construire les premiers chemins de fer de France. Son frère fait pareil en Autriche-Hongrie et plus tard aussi en Amérique du Sud. Alors il y avait peu de secteurs où les Rothschild n'intervenaient pas. Ouais, et en 1848, allez, Aouda, j'ai envie de dire,
des barricades dans les rues de Paris, dans les rues même de toute la France. Et la France secouée par une nouvelle révolution. Louis-Philippe dépose les armes. Et James risque de perdre la protection dont il jouit. Et oui, alors quand le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, devient l'empereur Napoléon III en 1852, James de Rothschild l'assure de sa loyauté. Et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un revirement politique. La seule chose qui ne bouge pas, c'est la position prédominante du baron de James. Peu importe ce qui est au pouvoir, James, lui, il est là. Oui. Alors en 1855, il fait construire le somptueux château de Ferrières, près de Paris. C'est considéré comme le plus beau château de son époque. À Ferrières, on peut loger 100 domestiques, 80 chevaux et le château possède même un petit chemin de fer souterrain pour transporter les plats chauds jusqu'à la salle à manger. Et oui, parce que Betty ne supportait pas les odeurs de cuisine. Donc James de Rothschild s'impose alors comme un membre à part entière de l'aristocratie française. Et même l'empereur Napoléon III demande à être reçu dans ce château à Ferrières. Et une immense réception est donnée, un banquet magnifique. Il y a une partie de chasse à courre qui se fait à ce moment-là. Ils vont tuer en une journée 100 faisans. Alors là, on est à l'apogée de la vie mondaine. Alors il ne faut pas oublier que cet homme qui reçoit alors les grands de ce monde a grandi donc toujours dans le ghetto de Francfort et que ce petit garçon juif, quand il croisait un non-juif, un chrétien, il devait changer de trottoir. T'imagines, et là, il mange avec un Napoléon. Et oui. Alors James meurt en 1968. 1800. 1800, oui, on n'est pas encore en 1900. Et non, il y aura d'autres James. Oui, voilà, oui. Alors James meurt en 1868 de la jaunisse, il a 76 ans. Il est le dernier des frères à mourir, le dernier des cinq frères de Francfort, et qui ont lutté et ont brillamment réussi à s'affranchir de leurs conditions pour conquérir la France. Et le monde. Alors, au 19e siècle, les frères Rothschild ont été effectivement les géants incontestés de la finance et des affaires. Pourtant, malgré cette fortune, ils sont toujours victimes, comme on l'a dit, d'injustices comme tous les Juifs d'Europe. Même si la France leur a accordé la citoyenneté, d'autres pays refusent toujours et restreignent toujours les droits des Juifs, et même en Angleterre. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, les Juifs avaient le droit de vote, mais pas de siéger au Parlement. D'ailleurs, leurs enfants n'avaient pas le droit d'accès aux grandes écoles, comme Oxford ou Cambridge. Et en 1836, alors quand le fils de Nathan, Lionel Rothschild, reprend les rênes de la société à Londres, il y voit là l'occasion de faire tomber un peu les barrières, et de grandes réformes sociales balayent donc la Grande-Bretagne, où le droit de vote est étendu à la classe ouvrière, et un grand nombre de gens pensent que les minorités, comme les catholiques et les juifs, doivent obtenir l'égalité. Oui, alors Lionel s'intéresse au milieu bancaire, mais a aussi des aspirations politiques. Il se présente comme candidat donc, au Parlement en 1847 dans le district de la City de Londres, le quartier des affaires, où il est connu et très populaire. Et oui, mais alors là, il est largement élu pour entrer en fonction. Il y a une condition. Lionel de Rothschild doit prêter le serment traditionnel en jurant sur sa foi chrétienne. Et comme il ne peut pas jurer sur sa foi chrétienne, il ne peut pas prendre ses fonctions. Et donc c'est ça. Mais ça ne le décourage pas. Pour le moins du monde, il se représente et réélu une seconde fois. Il peut toujours pas prêter serment et entrer au Parlement. Et à chaque fois, il se représente et à chaque fois, il est réélu. Mais à chaque fois, il y aura un problème par rapport à ça, par rapport à ce serment. Mais il faudra 10 ans pour qu'un arrangement soit enfin trouvé et permette à Lionel de siéger après une prestation de serment exceptionnellement modifiée. Et oui, il n'aura pas lâché le morceau. Alors on arrive comme ça au début du XXe siècle. Le monde doit faire face à de nouveaux défis politiques et sociaux. Et oui, les Rothschild, toujours impliqués dans le secteur bancaire, n'ont aucune stratégie là, pour gérer la grande crise économique des années 1920 et 1930. Ouais. En plus, leur judaïsme les met en danger face à la montée en puissance de Hitler. Alors, les nazis n'ont heureusement pas fait beaucoup de victimes parmi les Rothschild. Ils ont été relativement épargnés dans la famille. Oui, c'est parce qu'en fait, ils avaient les moyens de quitter le pays qui allait être occupé juste avant l'invasion. Mais l'un des membres vivant en Autriche a été emprisonné par les Allemands. D'ailleurs, le flegme avec lequel le baron Louis von Rothschild, descendant de Salomon de Rothschild, a accueilli son arrestation est devenu presque légendaire. Parce que quand les SS sont arrivés, il était en train de dîner, il n'avait pas
encore pris son dessert. Donc, alors, il aurait pu se sauver, parce qu'il avait l'argent, mais non, lui, il est resté tranquille, mais il attendait son dessert quand les SS sont arrivés. Il leur a dit, non, mon chef cuisinier ne m'a pas encore servi. Donc, visiblement, les SS ont été impressionnés et l'ont laissé finir son dessert, puis ils l'ont conduit au QG de la Gestapo et transféré dans un hôtel qui servait de prison pour les VIP. Ah oui. Alors, d'autres membres de la famille n'ont pas eu autant de chance, et c'est rigolo parce que c'est une non-juive qui a finalement été déportée et qui n'est pas rentrée, la femme de Philippe de Rothschild, déportée qui... Ouais. C'est ça, c'est vrai. Et tandis, alors que les Rothschild fuirent les nazis, un bon nombre de leurs biens, évidemment, abandonnés sur place, sont tout simplement pillés et confisqués par les Allemands, en France, en Hollande, en Belgique, et sur tout le continent. Les maisons, les collections d'art, enfin, vraiment, tout a disparu. Alors, après la guerre, les membres de la famille rentrent peu à peu chez eux. Ils tentent de retrouver un peu ce qui a été perdu. Alors, ils vont récupérer un peu les chevaux de course, et en Allemagne, ainsi des œuvres d'art. Ils vont essayer ils vont les récupérer. Alors la vie reprend son cours, mais l'extravagance, la guerre est passée par là, l'extravagance d'avant ne reviendra pas. Pour eux, tout est à recommencer, et en Autriche, les Juifs avaient été vraiment totalement exterminés, il n'y avait plus rien ni personne, et il semble bien que les Rothschild ne retrouvent jamais la place de choix qu'ils occupaient donc au XIXe siècle dans le monde de la banque, mais ils restent au premier plan. Ils se tournent vers un autre secteur qu'ils vont révolutionner, là encore, par leur innovation et leur détermination. Aujourd'hui, le nom Rothschild est toujours synonyme de richesse, de philanthropie et de bonne manière. Oui, il est aussi bien sûr lié à l'industrie du vin. Parce que Château Lafite et Mouton Rothschild, des vins connus dans le monde entier. Et oui. Alors, je te propose, Isabelle, qu'on s'arrête un moment sur, tu le disais au début, Edmond de Rothschild et sur la philanthropie, et que nous parlions donc de ce personnage, fils de James, né en 1845, mort en 1934, marié à Adélaïde, sa cousine, elle-même fille de Karl. Alors, ils ont 3 enfants, James, encore un, Maurice et Myriam Alexandrine. Et oui, et c'est à l'âge de 37 ans que Edmond est vraiment sensibilisé par le sort des Juifs dans le monde, grâce à un rabbin russe, le Rav Samuel Moaliver, grand érudit de la Torah, un fondateur du mouvement Les Amants de Sion. Et c'est grâce à lui que Edmond de Rothschild décide là d'investir en Israël. Il se sent très proche du judaïsme, Edmond de Rothschild. Il se sent immédiatement proche du Rav Samuel Moaliver. C'est un vrai amoureux de Sion qui veut revenir sur la terre promise et la cultiver comme il y a 2000 ans. Alors, Edmond de Rothschild est un homme d'affaires qui a le sens du bénéfice, mais qui a aussi la volonté de revenir sur la terre d'Israël et de pratiquer le judaïsme dans la grande tradition, d'autant que cela peut sauver des Juifs de la mort. Alors, on rappelle qu'à cette période, il y a des pogroms, enfin, il y a eu les pogroms en 1880, 81, 82 en Russie. Beaucoup de Juifs mouraient. Et oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que Samuel Moaliver lui demande d'aider ceux qui avaient réussi à faire le voyage jusqu'en terre promise. Alors, ils ont trouvé un pays aride, très difficile. Edmond de Rothschild a donc accepté de les aider. Il s'agit, là, la première colonie, c'est curieux parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est Rishon LeZion, donc, qui veut dire le premier à Sion. Et oui. Et on rappelle qu'à cette époque, la Palestine, évidemment, est sous régime ottoman, et donc il était donc très important de s'entendre avec les Ottomans pour que ça se passe bien. Il fallait aussi former des Olim qui venaient de Russie, les former à l'agriculture, et c'est à l'école Mikvé Israël qui a été créée 10 ans plus tôt par Charles Netter de l'Alliance, qui sont formés. Cette école existe toujours et c'est toujours un internat agricole. Oui. Alors, pour que les Juifs puissent s'installer, il fallait rapidement devenir propriétaire de terres agricoles, et Edmond de Rothschild dépense plus de 50 millions de dollars pour acheter des terres et des entreprises. Entre autres, il achète Zichron Yaakov. Oui, alors Zichron Yaakov est vraiment un vrai coup de cœur pour lui. Il va acheter cette colonie, il va appeler Zichron Yaakov parce que son père, en l'honneur de son père, Jem, qui s'appelait Yaakov. Il va comme ça appeler Givat Ada, comme sa femme, Adélaïde. Benyamina, par exemple, c'est son nom à lui en hébreu, Benjamin. Et c'est comme ça qu'il va créer entre 15 et 20 colonies. Dans tout Israël. Alors, Edmond de Rothschild meurt en 1934 et en avril 1954, sa dépouille et celle de sa femme, exhumées du cimetière du Père Lachaise, sont transférées en Israël sur une frégate militaire à Haïfa
le navire est salué par des sirènes et des coups de canon. Et oui, des funérailles nationales sont organisées au cours desquelles l'ancien Premier ministre, David Ben Gurion, lit un très bel éloge et Edmond de Rothschild et sa femme reposent au mémorial de Ramat Nadiv. Alors, même si les femmes étaient exclues, Galit, on va revenir un peu aux femmes, de la direction des décisions, elles ont fait beaucoup, et ont peut-être même et sûrement influencé certaines décisions prises par les hommes. Et puis il y a eu des baronnes de Rothschild, les plus étonnantes. Il y a eu Noémie qui a fondé la station Megève de ski. Elle a transformé son hôtel particulier parisien en hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Et oui, et puis il y a eu Nadine de Rothschild, dont tout le monde se connaît, les livres sur les bonnes manières, voilà, etc. Exactement. Il y a eu Ariane. Et oui, il y a Ariane. Il y a Ariane, ça c'est la plus récente. Et c'est la contemporaine. Exactement. Et la veuve, elle, du baron Benjamin de Rothschild, elle a intégré... Fils de Nadine de Rothschild, exactement. La fameuse. Voilà. Et elle a intégré le groupe Rothschild en 1993 et elle est depuis 2019 présidente du conseil administratif et vice-présidente d'Edmond de Rothschild Héritage. Et finalement, on réalise que ce n'est pas une Rothschild de sang qui est aujourd'hui à la tête de la maison Rothschild, une femme et pas une Rothschild de naissance. Et puis il y a les vins, Isabelle. Alors Éric de Rothschild à la tête du château Lafite à Bordeaux, Philippine de Rothschild à la tête du Mouton Rothschild. Le célèbre domaine viticole est situé donc au nord de la commune de Pauillac, dans le Médoc, donc toujours dans la région de Bordeaux. Alors Château Lafite se trouve juste à côté, collé au domaine Mouton Rothschild. Ils sont vraiment voisins. Ouais, l'origine du domaine est une parcelle appelée Clos de Mouton, propriété du notaire Jacques de Ségur au XVIIe siècle. Cette famille noble possédait d'immenses terres qui s'étendaient sur les 3 domaines viticoles, alors Château Latour, Château Lafite Rothschild et Château Mouton Rothschild. Alors le petit-fils Nicolas Alexandre de Ségur a tracé la frontière définitive entre les parties Lafite et Mouton, qui se distinguent fondamentalement par leur terroir et donc aussi par le style de vin. Et oui, alors aujourd'hui, ces deux châteaux se tirent un peu la bourre. Ils sont, voilà, c'est tout ce que ne voulait pas Meyer-Amschel. Ils sont vraiment concurrents et pas toujours en très bons termes. Alors donc les vins, Galit, et puis les demeures, il faut en parler, c'est des belles demeures, ce sont des bijoux d'architecture, d'art, de raffinement, de luxe et d'histoire. Il y a eu le château de Ferrières, comme on a dit, considéré comme aujourd'hui comme le plus luxueux du XIXe siècle, avec ses façades de style néo-renaissance, son parc réputé, enfin vraiment des jardins magnifiques. Et puis c'est 100 hectares, c'est James et Betty qui avaient construit ce jardin. Et puis, alors, ce château aujourd'hui appartient à la ville de Ferrières en Brie et renferme donc une école hôtelière de l'excellence française. Oui, puis il y a aussi, pour parler des splendeurs, il y a aussi le château de Montvillargen, un hôtel de 4 étoiles, spectaculaire de style anglo-normand, construit dans un parc de 6 hectares et qui se trouve à Chantilly. Alors Isabelle, on ne peut pas terminer cette émission et l'histoire de cette saga familiale extraordinaire sans raconter la légende, la petite anecdote magnifique qui aurait eu lieu donc dans l'enfance du patriarche Meyer-Amschel. Alors, on ne sait pas si elle est réelle, véritablement. En tout cas, elle est très belle. Oui, moi, j'y crois vraiment et c'est très beau. Alors, on raconte que la fortune des Rothschild, elle est faite due à une bénédiction d'un rabbin. Quand Meyer-Amschel a perdu ses parents à l'âge de 11 ans, il n'a pas tout de suite été à Hanovre. Il a été d'abord adopté par une famille, par un grand érudit de la Torah, le Rav Zvi Hirsch Halevi, donc qui était le grand maître du judaïsme allemand au XVIIIe siècle. Il avait, lui, 12 enfants, ce Rav, mais il a adopté Meyer-Amschel comme son propre enfant. Il lui a donné tout l'amour qu'un enfant peut recevoir, avec dans la plus stricte observance de la Torah et des mitzvot. Et puis, quand Meyer-Amschel a grandi, il a voulu prendre son indépendance, et c'est là qu'il est parti à Hanovre. Alors, quelques semaines après son départ, la famille du Rav fait le nettoyage de Pessah, c'est bientôt Pessah. C'est le moment de la Bdikat Hametz, la veille de Pessah. Et le Rav, évidemment, passe dans toutes les pièces de la maison. Et quand il arrive à son bureau, au moment de vérifier la présence ou l'absence des miettes de pain dans les tiroirs de son bureau, il constate qu'une enveloppe
contenant 100 roubles a disparu et il cachait cet argent en vue du mariage prochain de sa fille aînée. Et oui, alors t'imagines, tous les membres de la famille là sont stupéfaits. Personne d'autre en dehors du cercle familial ne connaissait l'existence de cette cachette. À contre-cœur, évidemment, il imagine le pire et les soupçons se portent sur Meyer Amschel, hein, qui, comme par hasard, est parti tout récemment. Alors, le rab ne voulait pas aller, mais sa femme, la rabbinite, l'a forcé à aller le voir pour en avoir le cœur net. Et donc il se rend donc au village voisin et il demande là à Meyer Amschel si c'est lui qui a pris l'argent. Alors Meyer prend un temps de réflexion assez long et il finit par lui avouer effectivement, il lui avoue lui avoir volé ses 100 roubles. Il se met à pleurer, il supplie son père adoptif de le pardonner et il lui tend 50 roubles. Il lui promet de lui rendre la suite, le reste un peu plus tard. Alors le Rav n'en revient pas, la famille vraiment est écœurée, déçue devant tant d'ingratitude, eux qui l'avaient pris sous leur aile, qui l'avaient éduqué en lui donnant tout leur amour. Ils n'arrivent pas à croire comment un garçon aussi vertueux que Meyer puisse avoir commis cet acte. Et oui, et puis là, il y a le chef de la police là, qui frappe à la porte du Rav, Lévi, et la police dit au Rav, on a retrouvé votre voleur. Alors évidemment, non, il n'y croit pas, mais il dit oui, on a trouvé un homme complètement ivre à la brasserie de la grande place de la ville, et il s'est vanté d'avoir volé les 100 roubles chez le grand Rav spirituel de la communauté juive. Alors évidemment, le Rav pense à une erreur, parce qu'il sait, pour lui, qui est le voleur. Mais quand le policier lui montre l'enveloppe, là, il reconnaît évidemment cette enveloppe, et puis il reconnaît son écriture sur l'enveloppe, et bien, c'est bien la sienne. Alors, le Rav, évidemment, remercie le policier, toute la famille est embarrassée et reste sans voix. Mais pourquoi, comment ils ont pu douter de Meyer Amschel? Donc, il va trouver Meyer Amschel et lui demande pourquoi il s'est accusé à tort. Et les larmes aux yeux, alors le jeune Meyer lui dit qu'il n'en revenait pas que le Rav puisse penser une seule seconde qu'il était coupable et comment il a pu le soupçonner. Et que comment il a pu voler cette enveloppe pour le mariage de sa fille. Et il s'est dit à ce moment-là, que c'était l'occasion pour lui de payer sa dette pour tout le bien qu'il avait reçu de cette famille. Et donc, mais il savait que le Rav refuserait toute aide pour le mariage. Donc, il s'est accusé. Et il avait trouvé ce moyen pour... voilà. Voilà, donc Meyer Amschel, soulagé d'avoir enfin pu avouer la vérité au Rav, et aussi soulagé que sa réputation ne soit pas entachée. Oui, alors le Rav est impressionné, évidemment. Il prend Meyer Amschel dans ses bras affectueusement. Et avant de partir, il a regardé, il lui a donné sa bénédiction avec beaucoup de ferveur. Il lui aurait dit « J'implore le maître de l'univers, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, de récompenser ton honnêteté et ton courage en t'accordant à toi et à tes descendants ces bénédictions, puisse la richesse ne jamais te quitter. » Et voilà, et la richesse ne quittera jamais et n'aura jamais quitté la famille Rothschild. Quelle belle histoire. Belle histoire. Voilà Isabelle, on arrive à la fin de cette saga familiale. Merci. Intéressante. Merci d'avoir vraiment choisi ce sujet en particulier. C'était long, c'était riche dans tous les sens du terme. Et c'était très beau. On a appris des choses. Moi j'ai bien aimé cette histoire d'Edmond de Rothschild, Zechron Yaakov, et puis bon, tout ça, révolution. Voilà. Si cette anecdote est avérée, elle est vraiment très jolie. Merci Isabelle, à très bientôt. Avec un fabuleux destin, on va bosser. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur l'antenne de Tandem TV. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.